Ramadan Karim. Bienvenue dans la séquence 4 de la recherche opérationnelle dont l'objectif aujourd'hui est principalement l'étude de la programmation en nombre entier. Alors, pour vous introduire dans la programmation en nombre entier, on doit spécifier que dans la vie courante, il s'avère que parfois, c'est-à-dire la nature des variables de décision fait qu'on ne peut pas avoir ce qu'on appelle des valeurs fractionnelles. Donc, si par exemple je suis de retour vers un certain nombre d'exemples que nous avons déjà traités auparavant, si je prends le cas par exemple d'exercice de l'allocation des avions, nous avons dit que les variables, c'est le nombre d'avions de type A alloués et le nombre d'avions de type B alloués. Eh bien, dans ce cas-là, on ne peut pas attendre une décision, genre on va louer 5,3 avions de type A parce que ça n'a pas de sens. Le nombre d'avions, ça devait normalement être des valeurs qui sont entières. Certes, oui, dans bon nombre d'exemples, par exemple, un certain nombre de variables de décision quantitatives, bon, quand je dis quantitatives, c'est-à-dire en vrac, par exemple, exprimé en poids, etc., les variables, elles sont soi-disant continues, c'est-à-dire elles peuvent être des valeurs fractionnelles, mais ne peuvent pas être des valeurs qui sont, c'est-à-dire, et dans ce cas-là, pas de souci. Donc, on est dans un cas où la programmation n'est pas entière, c'est ce qu'on appelle la programmation linéaire continue. Mais une fois qu'on a cette contrainte, c'est-à-dire que la variable doit être une valeur entière, eh bien, on n'est plus dans la programmation linéaire continue, nous sommes dans ce qu'on appelle la programmation linéaire en nombre entier. Donc voilà, une première définition. Dans un problème de gestion, il arrive, comme je viens de dire, que on a effectivement ces situations-là. Et une première définition dit que ce programme linéaire en nombre entier, il est totalement en nombre entier si toutes les variables se doivent d'être entières. C'est-à-dire que dans mon système décisionnel, l'ensemble des décisions à prendre doivent être des valeurs entières. Par exemple, le cas de l'allocation, par exemple, des avions, normalement, c'est un cas qui est totalement en nombre entier. Pourquoi? Parce que nous avons deux variables, le nombre d'avions de type A alloués et le nombre d'avions de type B alloués. Et les deux variables, normalement, ils doivent être des valeurs entières. Donc ça, c'est un cas totalement au nombre entier. Et puis nous avons ce qu'on appelle la programmation linéaire au nombre entier, mais mixte. En anglais, on dit souvent le MILP. Mixed Integer Linear Program. Donc, on parle d'un programme linéaire mixte si seulement certaines variables se doivent d'être entières et les autres pouvant prendre des valeurs qui sont réelles. Et ça, c'est le cas le plus fréquent dans la vie courante des entreprises, d'après notre modeste expérience. Souvent, quand on confronte des cas réels, on est souvent vis-à-vis de ce que nous avons appelé le MILP ou bien la programmation linéaire au nombre entier mixte. C'est-à-dire que nous avons à la fois des variables qui doivent être normalement entières et d'autres variables qui sont réelles ou bien on dit continues. Et puis, il y a une troisième catégorie, ce qu'on appelle les variables, la programmation linéaire en variables binaires. Donc, cette fois-ci, nous avons des variables type binaire, c'est-à-dire ou bien boolien, qui prend ou bien la valeur 0 ou bien la valeur 1. Ça aussi, c'est un cas que l'on confronte souvent dans la réalité. Au fil du temps, on verra un certain nombre d'exemples où, bien sûr, nous avons des modèles qui sont à 100% ou un problème ou bien en variable binaire. Bon, voilà, c'est la typologie de la programmation en nombre entier. Donc, ce genre, pourquoi on s'intéresse à ce type c'est-à-dire soi-disant, ce type de programmation? Alors, on s'intéresse à cette programmation pour la simple raison que, d'abord, ça reflète ce que nous côtoyons souvent dans la réalité des entreprises,
mais aussi parce que ce sont des cas qui sont un peu compliqués en termes de résolution. Par exemple, on parle souvent dans de la recherche opérationnelle de ce qu'on appelle les problèmes combinatoires, comme par exemple la gestion des tournées de véhicules, l'ordonnancement, c'est-à-dire au niveau d'un projet ou bien l'ordonnancement au niveau de lancement c'est-à-dire des ordres de fabrication dans une unité de fabrication. Donc, nous avons énormément de cas de ce genre de cas qu'on appelle c'est-à-dire les problèmes combinatoires qui sont très compliqués en termes très complexes en termes c'est-à-dire de résolution. Et on verra par la suite. Donc, il y a un passage obligatoire de toute façon où on va expliquer les raisons qui ont fait que ce type de programmation est un peu difficile en termes de résolution. Alors, comme je viens de le dire, ils sont très compliqués, mais ce qui encore accentue leur complexité davantage, c'est que parfois, le temps de résolution peut diverger et auquel cas on peut même se trouver avec certains solutionnaires, avec des modèles qu'on ne peut pas résoudre et auquel cas il faut chercher bien sûr d'autres techniques, ce que nous appelons les heuristiques ou bien il y a aussi une autre catégorie que nous appelons les méta-heuristiques, ces deux techniques permettent souvent de faire face à la complexité de la programmation en nombre entier. De toute façon, on va être de retour par la suite par rapport aux heuristiques et aux méta-heuristiques. Alors, pour mieux expliciter le contexte de la programmation en nombre entier, on va être de retour vers un exemple que nous avons déjà traité auparavant, celui de la fameuse entreprise qui a deux types de produits à lancer et qui cherche bien sûr à prendre la décision sur le nombre de produits 1 à fabriquer et sur le nombre de produits 2 à fabriquer. Donc, je m'excuse, c'est le produit 2. Dans ce cas-là, nous avons bien sûr les contraintes que nous avons déjà étudiées ensemble avec la fonction objectif où l'on cherche à maximiser le bénéfice. Alors, pour expliquer un peu ce qui se passe au niveau de la résolution des problèmes de programmation linéaire au nombre entier, je serai obligé de faire un retour en arrière ou bien d'appliquer une méthode que nous n'avons pas effectivement appliquée qui s'appelle la méthode de résolution graphique. Donc, certes, oui, nous avons travaillé sur Excel parce que c'est beaucoup plus convivial, facile, etc. Mais cette fois-ci, il y a un passage obligatoire, ce qu'on appelle la résolution graphique. C'est à travers cette résolution graphique que l'on va comprendre un peu, soi-disant, cette position de problème quant à la résolution des problèmes de programmation linéaire en nombre entier. Bon, voilà, pour la résolution graphique de ce problème. Pour la résolution graphique de ce problème, d'habitude, on prend le programme, c'est-à-dire le modèle, et on essaie de convertir les inéquations des contraintes en équations. Voilà. Donc, si je fais la conversion, au lieu d'avoir 5x plus 3y inférieur à 270, on le convertit en équation, c'est-à-dire 5x plus 3y est égal à 270. Bon, faisons c'est-à-dire un petit calcul, on peut dire que 3y égale à moins 5x plus 270, et auquel cas, y est égal à moins 5,3 sur x plus 90. Alors, cette équation n'est autre que l'équation d'une droite, d'accord? D'une droite qui représente la première contrainte, qui est la contrainte des heures machine. Bon, entre parenthèses, ne vous paniquez pas par rapport à ces équations, etc. L'objectif étant juste de vous montrer la position de problème quand il s'agit de la programmation en nombre entier. Par la suite, vous allez voir que c'est juste
c'est pas obligatoire, c'est-à-dire ne perdez pas le fil conducteur, vous n'êtes pas obligé de comprendre cette résolution graphique. Si vous n'avez pas l'habitude de traiter les équations, etc., ça pose pas de problème. L'essentiel, juste, il faut juste suivre pour un peu comprendre la position du problème. Et par la suite, c'est bon, c'est-à-dire on va, comme d'habitude, on va modéliser les situations, etc., indépendamment, bien sûr, de cette résolution graphique. Donc, ne perdez pas, s'il vous plaît, le fil conducteur. Ne vous paniquez pas. L'objectif derrière, c'est juste de vous montrer comment d'abord cette résolution graphique est faite et quelle est la différence entre la résolution graphique quand il s'agit d'un cas continu et d'un cas qui est en nombre entier. Voilà. Donc, en faisant la même opération pour les deux autres contraintes, on se trouve avec, soi-disant, trois équations qui représentent des droites de la contrainte heure-machine, heure-technicien et heure-main-d'œuvre. Alors, l'étape suivante consiste bien sûr à tracer les droites sur un graphique. Donc déjà, entre parenthèses, certainement vous l'avez noté, cette résolution graphique n'est valable que dans la situation où nous avons que deux variables de décision. Parce que si vous avez plus que deux variables de décision, bon, si vous avez déjà trois, il faut être dans un schéma 3D. Eh ben, si vous avez plus que trois, bon, dans ce cas-là, c'est quasi impossible de faire cette résolution graphique. OK? Alors, pour tracer ces équations sur un graphique, c'est très simple. On va toujours utiliser soi-disant les points les plus simples parce qu'une droite, elle est toujours déterminée à partir de deux points. Alors, pour choisir les deux points, c'est simple. Je donne à x égale par exemple à 0 ici. Ben, si x égale à 0, ça signifie que y est égal à 90. Donc voilà, j'ai un point, 0, 90. Et si y égale à 0, ben, dans ce cas-là, x va être 270 sur 5, c'est à peu près 54. Donc voilà, j'ai deux points, 0, 90, 54, 0, d'accord? Donc auquel cas, je peux tracer la droite D1. La même chose ici, si x égale à 0, y égale à 100, voilà un premier point, 0, 100. Et si y égale à 0, eh bien x il va être égal à 100 fois 8, 800 sur 7, ça fait à peu près 114. La même chose ici, si x égale à 0, y égale à 60. Et si y égale à 0, ben x est égal à 60 fois 3, ça fait 180 sur 2, ça c'est 90, donc x égale à 90. Donc dans ce cas-là, j'ai deux points, 0, 60 et 90, 0. Donc, si j'ai deux points, normalement, je peux tracer ma droite. Voilà, en procédant de cette manière-là, nous avons pu tracer les droites. Donc voilà, la première, c'est celle des heures machines. La deuxième, c'est celle des heures techniciens. Et la troisième, c'est celle de la main-d'œuvre. Alors, dans notre contrainte, nous avons dit qu'il faut que 5x plus 3y est inférieur à 270. Là, j'ai la droite, elle est là, la bleue, là, qui représente cette contrainte-là. Après, on va se poser la question. Les points qui, les points qui satisfassent, soi-disant, cette contrainte, est-ce qu'ils sont en dessous ou bien au-dessus de la droite qui a la couleur bleue, c'est-à-dire celle des contraintes heure-machine? Alors, c'est pas très compliqué, il suffit toujours de tester le point le plus simple, c'est-à-dire 0, 0. Alors, du retour à ma contrainte, si je mets ici x égale à 0, y égale à 0, donc tout ça, ça va me donner 0, et 0 est inférieur à 270. Donc, du coup, je peux confirmer que les solutions, elles sont en dessous de la droite bleue, c'est-à-dire les points qui satisfassent ou bien c'est-à-dire cette contrainte, ils sont là, c'est-à-dire en dessous de la droite ou bien du segment bleu, d'accord? Par contre, tous les points qui sont là, ce sont des points non réalisables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas satisfaire notre fameuse contrainte. De même, si je prends la contrainte des heures techniciens, d'accord? Donc tous les points qui sont là, ce sont des points
qui ne peuvent pas satisfaire notre fameuse contrainte. Par contre, tous les points qui sont en dessous de cette contrainte, c'est des points réalisables, c'est des solutions admissibles. Alors maintenant, si je combine entre la contrainte heure machine et heure technicien, dans ce cas-là, l'ensemble des points qui sont admissibles pour la contrainte 1 et pour la contrainte 2, ça va être tout simplement l'intersection des points admissibles pour la contrainte 1 et pour la contrainte 2. Et cette intersection, elle est au-dessus du point, c'est-à-dire de segment bleu, parce que tous les points qui sont là, ils sont à la fois admissibles pour la première contrainte et pour la deuxième contrainte. Par contre, un point qui est là, oui, il va satisfaire la deuxième contrainte, mais il ne peut pas satisfaire la première contrainte. Et un point qui est là, il ne peut satisfaire ni la contrainte 1, ni la contrainte 2. Donc, la combinaison entre les deux, c'est-à-dire entre les deux contraintes, c'est tout simplement le triangle là, qui est en dessous du point 2. Mais il n'y a pas que deux contraintes, j'ai une troisième contrainte, qui est la contrainte de la main-d'œuvre. Eh bien, là encore, c'est la même chose. Tous les points qui sont au-dessus du point, c'est-à-dire de segment qui représente la contrainte de la main-d'œuvre, ce sont des points non admissibles. Par contre, les points qui sont en dessous de ce segment-là, ce sont des points admissibles. Alors maintenant, si je cherche les points admissibles pour toutes les contraintes, ça va être tout simplement l'intersection des points admissibles pour les trois contraintes. Et cette intersection ne serait que, c'est-à-dire cette zone, parce que tous les points qui appartiennent à cette zone-là, ils sont en mesure de satisfaire la contrainte 1, 2 ou 3. Si je prends un point là, oui, il va satisfaire la contrainte 1 et 2, mais il ne peut pas satisfaire la contrainte de la main-d'œuvre. Si je prends un point là, il peut satisfaire la contrainte 2 et la contrainte 3, mais il ne peut pas satisfaire la contrainte 1. Ben là, on a déjà dit tout à l'heure que ça ne va pas. Donc, un point qui est là, effectivement, il va satisfaire la contrainte 3, mais il ne peut pas satisfaire ni la contrainte 1 ni la contrainte 2. Et puis, un point qui est en dessus là, il ne peut satisfaire aucune contrainte. Donc, voilà, l'ensemble des points admissibles, ils sont à l'intérieur de cet espace. D'accord? Comme on vient de le mentionner ici, donc cet espace, il englobe l'ensemble des points admissibles qui, normalement, sont en mesure de satisfaire toutes les contraintes. Après, bien sûr, dans cette résolution graphique, il s'agit de chercher dans cette zone-là, qu'on vient de spécifier, quelles sont les, soi-disant, quelle est cette solution optimale, cette solution qui va maximiser mon profit qui est égal à 1500x plus 1800y. Alors, dans la recherche opérationnelle, c'est très simple. On dit que les solutions, elles existent dans les extrêmes de l'espace de résolution. Donc, mon espace de résolution, effectivement, il a 4 points extrêmes, le point 0, 0, le point 0,60, le point là, qui normalement est égal à 30, 40. Si vous faites un très bon graphique, bien, c'est-à-dire avec des graduations, de toute façon sur Excel, c'est très simple. Vous allez voir que ce point-là, il représente le point x égale à 30, y égale à 40. Et enfin, vous avez ce point-là qui est tout simplement x égale à 0, et x égale à 54 et y égale à 0. Alors, quand est-ce que la recherche opérationnelle confirme que les solutions existent dans les extrêmes? C'est cet espace-là, il a une particularité ou bien une caractéristique, d'accord? Cette caractéristique s'appelle la convexité. Alors, je ne vais pas rentrer dans des notions mathématiques. Pour dire qu'un espace il est convexe, c'est très simple. Je prends deux points dans cet espace-là, d'une façon arbitraire, je trace un segment. Si les segments restent à l'intérieur de cet espace, on confirme que l'espace il est convexe. Par exemple, dans notre cas, quels que soient les deux points que vous allez choisir dans cet espace-là, vous allez toujours vous rendre compte que le segment qui lie les deux points il va être à l'intérieur de cet espace de points admissibles.
Donc, auquel cas, on peut dire que notre espace, c'est un espace convexe. D'accord? Donc, on a la convexité de l'espace. Et par la suite, on peut confirmer que la solution de notre problème existe dans ces points extrêmes. Alors, le reste, c'est pas sourcillé, puisque nous avons 4 points extrêmes. Il suffit bien sûr de les tester par rapport à notre fonction objectif. Alors, si x égale 0, 0, mon z est égal à 0, parce qu'on a des z est égal à 1500x plus 1800y. Si x égale à 0 et y égale à 60, donc le point 0,60, donc ça va me donner 60 fois 1800, c'est 108 000. Si x égale à 54 et y égale à 0, dans ce cas-là, nous aurons 81 000 dirhams. Et enfin, pour le point 30-40, certainement ça vous rappelle quelque chose. Donc pour ce point-là, 30-40, donc z est égal à 117 000 dirhams. Donc à partir de là, on confirme via cette résolution graphique que la solution de notre problème, c'est que x égale à 30, y égale à 40 et z est égal à 117 000. C'est exactement la même solution que nous avons déjà trouvée grâce à l'outil Solver. Donc voilà normalement comment on fait de la résolution graphique. Grâce à la résolution graphique, comment on peut obtenir bien sûr les mêmes résultats. Bon, c'est vrai que c'est simple, convivial, mais il a des limites. Les limites, nous les avons spécifiées tout à l'heure. Nous avons dit que cette résolution graphique, on ne peut l'utiliser que dans les situations où nous avons juste 2 variables de décision. Alors que la réalité, normalement, fait que des cas que l'on côtoie dans la vie courante des entreprises, c'est souvent plus que 2 variables. Alors, maintenant, quand il s'agit de la programmation en nombre entier. Alors, quand il s'agit de la programmation en nombre entier, pour le même problème tout à l'heure, au lieu de dire que le nombre de produits 1 à fabriquer, le nombre de produits 2 à fabriquer sont des valeurs qui sont positives, cette fois-ci, on va ajouter une contrainte. Donc, on va juste modifier que x et y, ce sont des entiers. Chose qui est légitime, parce que là encore, puisqu'il s'agit de nombre de produits 1, normalement, le nombre de produits 1 ne doit pas être positif, mais plutôt entier, parce qu'on ne peut pas dire 5,3 produits. Alors, dans ce cas-là, si je trace le même graphique que tout à l'heure, nous n'aurons plus un espace continu, comme ça a été mentionné tout à l'heure, mais nous aurons des points qui sont discontinus. Parce que si je prends par exemple 0, 0, oui, c'est une solution admissible, mais par la suite, l'autre solution admissible, c'est 0, 1. Ça ne peut pas être 0, 0,5. D'accord? Bon, là, j'ai simplifié. J'ai mis des points, c'est-à-dire 0, j'ai choisi 0, 0, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, parce que sinon, ça va être un peu compliqué pour schématiser tous les points admissibles. Donc là, juste pour simplifier, j'ai mis 0, 0, 0, 0,10. Vous voyez, l'espace des solutions admissibles, ce n'est plus un espace continu. Ça devient maintenant un espace discontinu. C'est-à-dire là, j'ai 0, 0, ensuite 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, et ainsi de suite. Ça va de même. Je ne peux pas avoir 0,5, 1. J'aurai 1, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 4, et etc., etc., etc. Voilà, on n'a plus un espace continu. Maintenant, nous avons un espace où il y a des points, d'accord, isolés. Et auquel cas, si je prends par exemple 2 points, d'une façon arbitraire. Je prends par exemple ce point-là et ce point-là et je trace un segment. Ben, cette fois-ci, si je trace le segment, malheureusement, le segment, il n'est plus dans la zone, c'est-à-dire dans la zone des solutions admissibles. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'il y a un espace, il y a du vide, d'accord? Il y a du vide, il y a soi-disant un vide non admissible autour de ce point-là. Ça va de même ici, il y a un vide non admissible
autour de points. Ce vide non admissible, ce sont tout simplement des valeurs non entières. Et auquel cas, quand je trace un segment, eh bien, le segment n'est plus à l'intérieur de l'espace des solutions admissibles. Donc, auquel cas, je peux confirmer que je n'ai plus de la convexité. Alors, puisque je n'ai pas de la convexité, ben, je peux plus dire que la solution, elle existe aux extrêmes. D'où la complexité de la programmation en nombre entier. Donc, cette complexité, elle est principalement due à cette non-convexité des solutions, de la zone des solutions admissibles. Et par la suite, je ne peux pas faire comme tout à l'heure, dire, tiens, j'ai 4 points extrêmes, donc il suffit de les tester par rapport à la fonction objectif pour dire quelle est la solution optimale. Non, je ne peux plus faire une telle affirmation pour la simple raison que mon espace de solutions admissibles, ce n'est plus un espace qui est convexe. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce retour en arrière, ou bien si vous voulez, j'ai exposé cette méthode de résolution graphique, donc c'est un passage obligatoire, juste pour vous exposer la position du problème. Donc la position du problème, c'est que quand il s'agit de la programmation en nombre entier, on perd automatiquement une des caractéristiques principales des espaces de solution pour les cas continus, à savoir la convexité de l'espace de solution admissible. Et parce qu'on n'a plus cette convexité, ben on peut plus faire, c'est-à-dire on peut plus tirer comme ça la solution à partir soi-disant des points extrêmes de la solution, de la zone des solutions admissibles. Ok. Donc, plus de convexité, ainsi il faut une façon pour résoudre les problèmes en nombre entier. Alors, pour vous introduire dans cette deuxième façon, bien cette manière bien ces techniques de résolution de la programmation en nombre entier, on va tout simplement parler de la notion de relaxation. Qu'est-ce que c'est que la relaxation? La relaxation, c'est tout simplement de prendre un problème original en programmation en nombre entier et de le relaxer. Principalement, relaxer la nature des variables. Donc ici, j'ai x et y qui sont entiers. Donc relaxer consiste tout simplement à les convertir en x et y qui est positif. Alors, faites juste attention par rapport au problème tout à l'heure, j'ai fait une petite modification, je crois, au niveau de la première contrainte. Oui, ce n'est plus de 170, maintenant c'est de 160. Donc ça, c'est juste pour des raisons techniques. On verra pourquoi. Donc voilà, le problème original est ce qu'il est, et le problème relaxé, d'accord, donc la relaxation linéaire, il s'agit de garder le même problème avec une petite... alors, en réalité, c'est une grande modification. XY entier qui est maintenant XY qui est supérieur ou égal à 0. Alors, si normalement je me lance dans la résolution de ce problème relaxé, la solution sera comme suit. C'est-à-dire, j'aurai cette solution 26,66, 42,22, qui n'est pas normalement une solution faisable pour la simple raison que les deux valeurs là, ce sont des valeurs qui ne sont pas entières, ce sont des valeurs réelles, d'accord? Alors, quelqu'un va me dire, c'est très simple, il suffit d'arrondir, mais arrondir dans quel sens? Est-ce qu'on va arrondir 26 à la valeur supérieure et 42 à la valeur inférieure, parce que là j'ai 26,66 et 42,22, et auquel cas la solution sera 27,42. Là, je peux vous confirmer déjà que la solution n'est pas admissible. Est-ce qu'on va arrondir c'est-à-dire 26,66 à la valeur inférieure et 42,22 à la valeur inférieure, auquel cas nous aurons 26,42. Là, je peux vous confirmer que vous êtes dans la solution. D'accord? Mais on peut aussi arrondir, c'est-à-dire dans ce cas-là, comme par hasard, à partir de la deuxième hypothèse, c'est-à-dire on a arrondi c'est-à-dire les valeurs de la solution, nous sommes dans la solution optimale. Mais dans les contextes réels, soyez sûr et certain que c'est pas du tout pratique
de procéder ainsi. Ça consomme du temps et parfois on peut même se diverger par rapport à la solution admissible. Donc, juste pour dire que on ne peut pas arrondir, c'est-à-dire arrondir la solution de programme linéaire continu n'est pas une bonne façon de faire. Donc, il faut normalement chercher une autre manière pour résoudre ces problèmes de programmation linéaire au nombre entier. Alors, l'une des techniques les plus utilisées s'appelle le branch and bound, ou bien la technique, ou bien l'algorithme de séparation et évaluation progressive. Donc, la solution optimale de la relaxation linéaire fournit une borne sur la valeur de la fonction objectif à l'optimum. Pour un problème de maximisation, il s'agit de ce qu'on appelle une borne supérieure, et pour un problème de minimisation, on parle d'une borne inférieure. De toute façon, on va expliquer ça d'une façon beaucoup plus simple juste après. Prenons cet exemple. Donc, imaginez que nous avons un programme en nombre entier, totalement en nombre entier, parce que les deux variables de décision doivent être des entiers, d'accord? Alors déjà, la première étape consiste à relaxer le problème. Alors si je relaxe le problème, comme nous l'avons déjà mentionné tout à l'heure, il suffit de dire que x1 et x2, ce sont des valeurs positives, au lieu de dire qu'en quoi ils sont des entiers. Après, on va résoudre ce problème. Alors, la résolution de ce problème-là va me donner une solution qui est 4,5 et 4,75, qui n'est pas bien sûr une solution entière. Alors, ce premier problème, on va l'appeler le problème P0. D'accord? Alors, je n'ai pas une solution entière. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre c'est-à-dire une de ces deux valeurs-là, que ce soit pour le côté X ou bien côté Y, et on va rajouter, c'est-à-dire on va rajouter des contraintes de plus pour un peu, c'est-à-dire pour tout simplement cette contrainte de plus, ça va faire qu'on va éliminer dans la zone admissible un bloc où il y a des solutions normalement qui ne sont pas admissibles. Je m'explique. Par exemple, si je prends ici la contrainte x1 inférieur à 4 et x1 supérieur ou égal à 5. Donc là, j'ai la solution 4,5. Donc j'ai pris ou bien x1 inférieur à 4 ou bien x1 supérieur ou égal à 5. Pourquoi j'ai dit que le fait de prendre ces deux contraintes vont faire qu'on va éliminer une zone non admissible dans l'espace des solutions, parce que les valeurs qui sont comprises entre 4 et 5, je parle par rapport à x1, seront tous des valeurs non entières. Ben, puisqu'ils sont toutes des valeurs non entières, eh bien, toutes les solutions, ou bien tous les points qui sont dans c'est-à-dire dans la zone comprise entre 4 et 5, ce sont des solutions non admissibles. Et par la suite, le fait d'éliminer cet espace-là, c'est légitime, d'accord? Ça ne peut pas diminuer la qualité de la résolution de mon problème, bien au contraire, ça va un peu relaxer l'espace de recherche des solutions. Donc, comme si je suis en train d'éliminer des espaces non admissibles à l'intérieur de ce que nous avons appelé tout à l'heure la zone des solutions admissibles. Donc, je commence par l'élimination d'un certain nombre d'espaces où il y a des points non admissibles. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est comme si je prends ce problème-là, que nous avons appelé P0, et je vais le décomposer en deux problèmes, un qui s'appelle P1 et l'autre qui s'appelle P2. Dans le problème P1, on va ajouter la contrainte x1 inférieur ou égal à 4, et dans le problème 2, on va ajouter la contrainte x1 supérieur ou égal à 5. Voilà, donc P0, maintenant, bon, je m'excuse, normalement, là, c'est x1 et x2 sont positifs, donc P0, je l'ai converti en P1, en ajoutant la contrainte x1 inférieur ou égal à 4. Comme tout à l'heure, on va résoudre le problème. Alors, si je résous le P1, je me trouve encore avec une solution
optimale, mais qui n'est pas entière. Donc, la solution optimale, c'est x1 égale à 4 et x2 égale à 4,5. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, puisque cette valeur-là n'est pas entière, c'est-à-dire x2 égale à 4,5, alors on va faire la même chose, c'est-à-dire je prends x2 et j'ajoute deux contraintes, x2 inférieur à 4 et x2 supérieur ou égal à 5. Et encore une fois, on va éliminer dans l'espace des solutions une zone où il y a des solutions non admissibles dont les valeurs de x2 sont comprises entre 4 et 5, c'est-à-dire toutes les valeurs non entières comprises entre 4 et 5. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on va encore séparer P1 en deux programmes. Le programme P3, voilà, où x2 il est inférieur ou égal à 4, et le programme qui est P4, où x2 est supérieur ou égal à 5. D'accord? Parce que 4,5, c'est une valeur comprise entre 4 et 5. Donc, je prends x2 inférieur ou égal à 4, x2 supérieur ou égal à 5. Et toutes les valeurs x2 comprises entre 4 et 5, on vient de le dire, ce sont des valeurs non entières, pardon, et auquel cas, c'est une zone non admissible que l'on peut éliminer dans l'espace de solution. Alors, comme tout à l'heure, on va ajouter la contrainte et on résout le problème P3. De la sorte, on va résoudre le problème P4. Donc voilà, on a ajouté la contrainte x2 inférieur ou égal à 4. D'accord? Alors, la résolution fait que cette fois-ci, nous avons une solution entière, donc x1 égale à 4, x2 égale à 4. Puisque j'ai une solution entière, d'accord, avec c'est-à-dire un z ou bien une fonction objective qui est égale à 240, je vais tout simplement considérer, c'est-à-dire cette valeur-là comme étant une borne inférieure, d'accord, pour le programme pi. Donc ça, si vous voulez, c'est le minimum syndical, c'est-à-dire toute solution entière qui va venir par la suite, dont la valeur est inférieure à 240, automatiquement, elle est éliminée. D'accord? Mais toute solution dont la valeur entière, dont la valeur est supérieure à 240, c'est une solution que l'on va admettre. D'accord? Et c'est cette solution-là qui va devenir c'est-à-dire ma borne inférieure. Donc, quand je définis la borne inférieure, c'est quand je définis un seuil, c'est-à-dire je dis, tiens, toute solution qui va venir par la suite, s'il est en dessous de ce seuil-là, je ne peux pas l'accepter, il est automatiquement éliminé. S'il est en dessus du seuil, ben, c'est une solution que l'on va accepter. C'est une nouvelle solution qui va devenir ma nouvelle borne inférieure. Donc, dans notre cas, la borne inférieure est égale à 240. Donc, du coup, toute solution inférieure à 240 elle sera éliminée par la suite. Et si normalement mon problème, c'est un problème de minimisation, on ne parle pas d'une borne inférieure, comme je l'ai mentionné auparavant, on parle d'une borne supérieure, c'est-à-dire dans ce cas-là, on va raisonner c'est-à-dire d'une façon inverse, c'est-à-dire toute solution dont la valeur est supérieure à cette borne supérieure, elle est éliminée, et toute solution inférieure à cette borne supérieure, ben, on va l'accepter. Bon voilà, ici je cherche à maximiser. Je viens de déterminer un seuil qui est 240. Donc, on verra qu'est-ce qui va se passer pour les autres programmes qu'on n'a pas encore résolus, dont la forme relaxée n'est pas encore résolue. Alors, pour le programme P4, rappelez-vous bien, on s'est dit que on va imposer la contrainte x2 supérieur ou égal à 5. Alors, si je résous de ce problème-là, P4, alors, je m'excuse, il y a quelques bavures. Je ne sais pas si je peux régler ça rapidement. Bon, voilà. Donc déjà là, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, tout ça, c'est relaxé. Je m'excuse pour...
Voilà. OK. Je m'excuse pour ces modifications. Bon, on s'est arrêté au niveau de P3. Donc, on a dit que P3, ça nous a donné une borne inférieure qui est égale à 240. Maintenant, si je résous le programme P4, alors il s'avère que on n'a pas une solution. Donc, pas de solution. On ne vérifie pas toutes les, c'est-à-dire toutes les contraintes. Donc, auquel cas, bon, on peut même confirmer cela parce qu'effectivement, si x2 est supérieur ou égal à 5, j'aurai la valeur minimale de x2, c'est 5, donc 2 fois 5, ça fait 10. X1 est inférieur à 4, donc la valeur maximale de x1, c'est 4, donc 10 moins 4, ça fait 6. Et 6 ne peut jamais être inférieur ou égal à 5. Donc, ça se voit que c'est un programme qui n'est pas faisable. Donc, voilà, pas de solution pour le cas P4. Rappelez-vous bien, on a décomposé P0 en P1 et P2, et P1, on l'a décomposé en P3 et P4. P3, ça nous a donné une solution entière auquel nous avons associé une borne inférieure qui est égale à 240. P4 n'a pas de solution, donc il reste maintenant le P2. Donc voilà, pour le P2, qui découle de P0, nous avons dit qu'on va rajouter la contrainte x1 supérieure ou égale à 5. Donc, pour ce programme-là, nous avons une solution qui est tout simplement 5, 4,5. Là encore, la solution n'est pas entière. Donc, comme tout à l'heure, toujours dans le cadre de la méthode branch and bound, puisque c'est une solution qui n'est pas entière, donc je vais me focaliser sur la valeur fractionnelle, 4,5, et je fais la décomposition. Donc, puisque c'est 4,5, donc comme tout à l'heure, je peux bien décomposer en deux, soi-disant, en deux une équation, x1, x2 supérieur ou égal x2 supérieur ou égal à 5, et x2 inférieur ou égal à 4. Alors, là encore, j'ai un petit souci. Alors, pour x2 inférieur ou égal à 4, nous avons la solution, je m'excuse, il y a toujours des choses à rectifier. Voilà, donc pour x2 inférieur ou égal à 4, on a trouvé encore une solution entière, 6, 4, d'accord?
Et donc, nous avons une solution entière qui est x1 égale à 6, x2 est égal à 4, qui nous donne une fonction objectif est égale à 260. Alors, rappelez-vous bien, tout à l'heure, nous avons dit que la borne inférieure de notre programme, il est de 240. Et que toute solution, euh, toute solution inférieure à 240, on va la rejeter, d'accord? Et toute solution supérieure à 240, on va l'admettre et ça va devenir bien sûr notre c'est-à-dire notre borne, notre nouvelle borne inférieure. Alors, avec la nouvelle solution 6,4, nous avons 260 qui est supérieur à 240, donc 260 constitue notre nouvelle borne inférieure, et on verra par la suite que ça va être notre solution optimale. Pourquoi? Parce que pour l'autre programme, où x2 est supérieur ou égal à 5, comme tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a pas de solution admissible. Pourquoi? Parce que certainement euh, la valeur de x1, si vous avez fait attention, elle est comprise ici entre 5 et 8. Donc ça ne prend que les valeurs 5, 6, 7, 8. Donc le minimum pour x1, c'est 5. Et oui, et le minimum pour x2, c'est 5. Et si on essaie de tester cela sur cette deuxième contrainte, donc c'est-à-dire 2 fois 5, ça fait 10, plus 5, ça fait 15. 15 ne peut pas être inférieur ou égal à 14, donc voilà. Le P6, c'est un programme qui n'a pas de solution. Donc voilà, on ne peut plus faire de décomposition. On peut récapituler tout ce qu'on vient de faire dans ce schéma. Donc voilà, j'ai c'est-à-dire un programme original qui est P0, qui nous a donné une solution non entière. Donc j'ai deux solutions non entières, x1 et x2, c'est-à-dire les deux valeurs, pardon, elles ne sont pas entières. On peut choisir d'une façon arbitraire de travailler sur x1 ou bien sur x2. Nous avons choisi x1. Alors pour travailler sur x1, puisque la valeur c'est 4,5, donc on va dire si x1 est inférieur à 4, ou bien x1 est supérieur ou égal à 5. Alors là, nous avons une solution qui n'est pas encore entière. Ça va de même de l'autre côté, la solution n'est pas entière. Alors je prends la valeur non entière, donc x2 égale à 4,5. Comme par hasard, nous avons toujours ce chiffre qui surgit. Alors dans ce cas-là, puisque c'est 4,5, donc je vais dire x2 est inférieur à 4 et x2 supérieur ou égal à 5. Chose que nous avons fait là. Ça va de même ici. Donc c'est x2 est inférieur ou égal à 4 et x2 est supérieur ou égal à 5. Alors pour ce programme P3, ça nous a donné z est égal à 240. C'était notre première borne inférieure avant de découvrir qu'il y a une autre qui est mieux que celle-là. Ce programme, il n'a pas de solution. P6, il n'a pas de solution. Donc, auquel cas, on peut confirmer que notre borne inférieure, effectivement, c'est z égale à 260, qui représente notre solution optimale, avec x1 égale à 6 et x2 est égal à 4. Alors, à ce point-là, vous allez dire, mais monsieur, ce que vous êtes en train de présenter, c'est très compliqué. Et ça, c'est juste pour un cas où nous avons deux variables décision. Imaginez dans des situations où nous avons plus que deux variables décision. Comment, bien sûr, va-t-on faire face à cette difficulté, à cette méthode qui est un peu trop itérative? Oui, vous avez raison, c'est une méthode trop itérative, mais n'oubliez pas que l'être humain il est tout le temps là pour automatiser, pour exploiter l'avancée technologique au bénéfice, bien sûr, des cas comme ce qu'on vient de présenter. Donc là encore, soyez confiants. Quelle que soit la complexité des méthodes dédiées pour la programmation en nombre entier, on se trouve toujours c'est-à-dire dans la situation réelle avec des logiciels, avec des calculateurs très puissants qui ont déjà automatisé c'est-à-dire ces façons de faire pour faciliter la tâche à l'utilisateur. Donc tout ce que nous avons présenté aujourd'hui, c'est juste un avant-goût. Oui, je sais que c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de calculs fastidieux, etc. Mais gardez le fil conducteur. L'objectif, c'est juste pour vous mettre dans le bain, pour vous dire que nous sommes vis-à-vis d'une programmation hors de commun, un peu particulière, avec ses particularités, etc.
et auquel cas il nous faut bien sûr de nouvelles méthodes pour faire face à la complexité. Certes, oui, vous allez me dire, mais déjà les méthodes sont compliquées, ça nécessite une gymnastique de calcul, etc. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de faire toute la gymnastique. Ce qui est intéressant pour nous, je l'ai déjà mentionné comme objectif lors de la première séance, c'est principalement l'art de modélisation. C'est-à-dire, si on maîtrise l'art de la modélisation, pour la résolution, je l'ai déjà dit, il y a des spécialistes dans la résolution qui ont déjà automatisé, il y a énormément de logiciels, d'outils qui vont vous permettre bien sûr de faire face à la complexité de la résolution, mais le plus important, c'est de bien modéliser, c'est de bien convertir un contexte réel en un modèle que l'on peut traiter facilement dans un langage machine. D'accord? Donc, et ça, soi-disant, c'est l'étape la plus importante dans la recherche opérationnelle. C'est de la modélisation. Donc, je l'ai déjà mentionné, votre modèle, il faut toujours qu'il suive le principe KISS, Keep it simple and stupid. Il ne faut pas que ce soit des modèles compliqués. Il faut aussi faire attention à vos inputs. On l'a déjà mentionné la première séance, Gilbert in, Gilbert out. Donc, si vos inputs ils sont mauvais, automatiquement, ils vont vous générer des résultats aussi qui ne sont pas fiables. Ce sont les éléments les plus importants. Donc, la fiabilité des données, un modèle qui reflète bien, bon, il n'y a pas un modèle, il y a plusieurs modèles, il n'y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre. Bon, après, il y a effectivement un certain nombre d'indicateurs de performance qui dit qu'un modèle est plus ou moins mieux que l'autre, mais si vous êtes dans des modèles simples, déjà vous êtes dans une excellente performance, d'accord? Des modèles simples, faciles à interpréter, faciles aussi à traiter, et qui vous donnent bien sûr des résultats faciles à mettre en œuvre, à implémenter dans la réalité. Donc, s'il vous plaît, ce que nous avons présenté dans cette séquence, d'accord, c'est tout simplement une introduction, si vous voulez, dans la programmation au nombre entier pour vous dire la difficulté derrière, mais après, vous allez voir que sur un outil comme Excel, ce type de problème, vous pouvez les résoudre en un clin d'œil. OK, donc on a parlé d'Excel, c'est l'occasion pour vous dire quoi faire sur Excel pour s'aligner sur la programmation au nombre entier. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Prenons l'exemple, le fameux exemple que nous avons exposé tout à l'heure, de l'entreprise qui fabrique deux types de produits. Alors, dans le cas que nous avons travaillé la séance précédente, on n'a pas encore parlé de la programmation en nombre entier. On a dit que les deux variables de décision, ce sont des valeurs qui sont positives, à savoir la case F2 et la case F3. Alors cette fois-ci, on s'est dit que attention, ça peut pas être des valeurs positives parce que sinon, ça peut nous générer des valeurs fractionnelles. Oui, effectivement, ça peut nous générer des valeurs fractionnelles. Alors pour faire face à ce problème-là, il suffit de changer la nature des variables. Donc sur Excel, au lieu de dire supérieur ou égal à 0, vous allez juste glisser cette liste-là. De toute façon, on va faire des exemples la séance prochaine. Il suffit de glisser la liste et dire qu'en quoi c'est int. Donc vous l'avez ici, vous avez ici entier. Donc vous choisissez entier, ENT, et ça vous donne normalement, ça vous donne ça. Donc voilà, au lieu de dire supérieur ou égal à 0, vous allez juste choisir ENT, et auquel cas, si c'est choisi, ça vous donne entier côté contrainte, et voilà, vous êtes maintenant conforme un modèle en nombre entier. Maintenant, pour l'histoire de branch and bound, etc., ça c'est déjà automatisé sur Excel. Et Excel, bien sûr, supporte cette complexité liée à la résolution de problèmes. Pour vous, le plus important, c'est juste de mentionner dans c'est-à-dire dans vos contraintes, qu'en quoi vos cellules variables, ce sont des valeurs qui sont entières. Après, il y a juste un petit ajustement qu'il faut faire attention, c'est les options. Donc, dans votre boîte de message solver, allez toujours vers options pour vérifier est-ce que, dans toutes les méthodes, vérifiez toujours est-ce qu'on n'a pas coché, parce que parfois c'est coché par défaut,
D'accord? Donc, il faut bien sûr libérer cette case, parce que si c'est coché, donc voilà ce qui est écrit dans la case, ignorer les contraintes de nombre entier. Donc, si ce n'est pas, si c'est coché, qu'est-ce qu'il va faire le programme? Il ne va pas prendre en considération qu'en quoi c'est-à-dire vos variables, ce sont des valeurs entières. Donc, si c'est libéré, ça signifie que c'est bon, votre modèle, c'est un modèle en nombre entier, et même Excel, il le reconnaît ainsi. Ainsi, toute solution générée par Excel prend en considération le fait que votre modèle, c'est un problème en nombre entier. OK. Alors, maintenant, comme d'habitude, on va passer vers des applications pratiques. Alors, la première application que je vais exposer aujourd'hui, que l'on va travailler en détail la séance prochaine, concerne une entreprise qui a un fonds de pension contenant 750 millions de dirhams, qui doit être placé dans différentes obligations privées. Alors, pour ce faire, l'entreprise, c'est-à-dire, il a plusieurs opportunités qui sont présentées par 6 types de compagnies: A1, A2, A3, A4, A5, A6. Alors, chaque obligation, il a un rendement, il a des échéances, et il a bien sûr une cotation. Par exemple, si je prends la compagnie A1, le rendement il est de 8,65%, l'échéance il est de 11 ans, et la cote c'est excellent. Mais, c'est-à-dire le bailleur du fonds, il a présenté un certain nombre de restrictions. Parmi ces restrictions, il a dit qu'au plus 25% du budget ne peut être investi dans une seule compagnie. Donc on ne peut pas mettre les œufs dans un seul panier. Et donc il ne faut pas dépasser 25% du budget par compagnie. Et puis la deuxième restriction, il a dit qu'au moins 50% devrait être investi dans les obligations à long terme. Et la troisième restriction, il a dit que pas plus de 35% du budget peut être investi dans A2, A3 et A5. Alors A2, A3, A5, certainement, ils ont été sélectionnés parce que leurs cotations ils sont ce qu'ils sont, donc c'est des cotations qui vont de faibles vers bons. Donc c'est pour cette raison qu'on a limité le budget à 35%. OK? Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le problème de gestion de portefeuille. Donc il s'agit tout simplement, comme d'habitude, à dire qu'ils sont des variables de décision. Ça, c'est le plus important. L'objectif pour l'entreprise, oui, c'est de maximiser le rendement. Maximiser le rendement sous les restrictions que l'on vient de spécifier. Donc ça, si vous voulez, ça va représenter nos contraintes. Donc les contraintes, elles sont là, auxquelles, bien sûr, il faut rajouter une quatrième contrainte, c'est que nous avons un budget bien déterminé. C'est-à-dire, je ne peux pas investir n'importe quelle somme d'argent. Donc il y a des sommes à investir, dont le total ne peut pas dépasser les 750 millions de dirhams. Et en même temps, nous avons un certain nombre de restrictions pour le choix des compagnies où l'on va investir par la suite. Et derrière, comme je viens de dire, la finalité, c'est de maximiser le rendement. Donc, je vous invite à y penser pour la séance prochaine. Quelles sont les variables de décision, comment on va exprimer la fonction objectif et comment on va exprimer, bien sûr, c'est-à-dire nos contraintes pour prendre la décision et choisir la meilleure combinaison, c'est-à-dire c'est-à-dire la meilleure combinaison d'investissement pour rentabiliser la somme d'argent détenue par l'entreprise aujourd'hui. Donc, encore une fois, Ramadan Karim, et à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.